Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV comme tous les lundis soirs de l'année à 19h pour tout savoir de l'actualité du football en Nouvelle-Aquitaine, football amateur, féminin, football professionnel. Au programme ce soir, la préparation se poursuit pour nos trois clubs de Ligue 2, Pau, Bordeaux et Niort. À une semaine maintenant de la reprise du championnat de France, les résultats, les classements, les calendriers en National 2 et National 3. Le futsal était à l'honneur samedi à Niort avec trois finales de Coupe nationale. Et puis la Nouvelle-Aquitaine a vibré hier soir, a hurlé de joie, a pleuré pour le parcours des Bleus à la Coupe du Monde de football. Tout ça, c'est dans le numéro 69 d'LFNA TV. Et c'est parti. Et on débute avec des nouvelles de nos trois clubs de Ligue 2 qui, vous le savez, continuent de se préparer avec en tête la reprise du championnat de France de Ligue 2 qui aura lieu le lundi 26 décembre. Les Girondins de Bordeaux étaient opposés vendredi en fin d'après-midi à leur club partenaire, le club portugais de Boavista. C'était du côté de la Vila-Real de Santo Antonio. Les Bordelais qui se sont imposés 2-0 avec des buts de Zourico, Davitashvili et Josh Maja. On écoute les réactions du buteur nigérian, mais également de David Guillon, l'entraîneur bordelais, au micro de Girondin TV. Oui, c'était l'objectif. L'objectif, c'était de terminer cette très bonne semaine de préparation avec ce match contre un bon adversaire de la Liga portugaise. Et l'idée, c'était de finir sur une victoire. Donc on est satisfait, on a rempli l'objectif. On a rempli l'objectif aussi parce qu'on a pu donner les temps de jeu qu'on souhaitait. Parce que d'un point de vue athlétique, on est en pleine préparation. On a eu une grosse semaine de travail. La charge de travail était lourde. Et les garçons ont répondu physiquement déjà dans un premier temps. Et puis ensuite, on a allongé les temps de jeu pour certains. On a vu des choses intéressantes. On a évidemment marqué ces deux buts. On a tapé 3 fois sur les montants. Et je trouve que notre succès était mérité. Donc c'est bien de finir le stage par une si bonne note. Oui, c'est un bon résultat. On va continuer le travail la prochaine semaine. Le match, c'était bien, on a bien joué et on est content. C'était David Guillon, le coach des Girondins, et Josh Maja, l'attaquant du club au scapulaire des Girondins qui vont jouer un dernier match amical demain. Ce sera 100% néo-aquitain puisque ce sera face aux Chamois niortais qui, eux, sont allés gagner 1-0 en amical sur la pelouse d'un club de Ligue 1. Le SCO Angers, c'était mercredi, toujours en amical avec un but de Bilal Boutoba. Le coach des Chamois niortais, Rui Almeida, plutôt satisfait à l'issue de cette rencontre au micro de la télé des Chamois niortais. Oui, c'était comme nous avons parlé hier, un petit peu la préparation, troisième match, sur une continuation de travail de quelques principes, quelques automatismes, et bien sûr, nous avons devant nous une bonne équipe qui joue à un autre niveau. Donc ça, oui, gagner c'est toujours important, même que c'est un match de préparation. Vous nous parlez souvent en conférence de presse du fait de tirer plus. Je pense que vous devez être content aujourd'hui, il y a eu pas mal d'occasions qui sont créées, notamment la première heure de jeu. C'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé, vous êtes content de cette amélioration? C'est quelque chose que mon travail du début que j'ai entré ici. Augmenter, je parlais souvent d'augmenter notre volume de jeu, augmenter notre quantité de avoir plus d'occasions de but. Et là, c'est important. Nous avons fait, je pense, 7, 8, 9 frappes au but adversaire. Nous avons peut-être 3-4 bonnes occasions de marquer. Et là, toutes les choses sont liées. Donc, si nous avons plus d'occasions, si nous avons plus de frappes, c'est sûr que nous allons avoir des buts aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette attaque que vous avez mis en place aujourd'hui, avec René titulaire à gauche, Boutoba replacé au centre et Sania qui est passé de l'autre côté? C'était des tests que vous voulez faire? Les matchs, préparation, c'est pour ça exactement la chose qu'on va faire. Voir les joueurs positifs, différents, aussi pour possibilité dans le match qu'on peut changer et pas avoir sans faire un remplacement de joueurs, on peut changer la position du joueur et avoir autre solution pour chaque match. C'était Rui Almeida, le coach des Chamois niortais. De son côté,
Le Pau FC, troisième club de Nouvelle-Aquitaine dont on parle ce soir, se déplaçait vendredi. C'était à 18h sur la pelouse du FC Libourne, là encore pour un match amical 100% Nouvelle-Aquitaine. Au stade Jean-Antoine Moueix, les deux équipes se sont séparées sur un score nul d'un but partout. Le résumé de cette rencontre qui était diffusée sur NATV vous est présenté par Florian Sabatier avec en bonus l'interview du coach du Pau FC, Didier Tolo. Du côté, cette fois-ci, du club de Pau, dans les buts, nous aurons Alexandre Oliero, bien sûr. Se touche, voilà, il va la faire derrière directement sur Henri Cévé. Il a préféré la faire là. Avec Jean-Louise, qui attention, va frapper. Il va frapper, elle est belle, elle est bien partie cette frappe du gauche. Mais ça passe à côté. Kofi, qui va percuter, qui lance. Oh, attention, danger. Attention, danger, qui va peut-être pouvoir se retourner. Yatara. Frappe de Kofi, mais ça passe à côté des montants. Beaucoup de joueurs devant lui, mais il n'a pas trouvé le cadre. C'est dommage pour les Bernais. Attention, il n'y a pas en jeu là, Christophe, attention. Danger. Peut-être en deux temps. Oh là là, c'est sauvé. Juste devant la ligne. Et c'est sur cette action, Christophe, que Monsieur Coguelet siffle la mi-temps de cette rencontre entre Libourne et Pau. Et le match qui reprend ici pour cette deuxième mi-temps entre Libourne et Pau pour ce match amical que nous avons le plaisir de vous commenter depuis le début sur NATV. Sylvestre, qui est peut-être qui dédouble avec Georges, qui va pouvoir frapper. Oui, c'était pas mal. Cette frappe enroulée du gauche. Ils sont tous dans la surface. C'était Vislar. Il avait tiré au cordeau, hein, le corner. Mais c'est pas terminé. Ouh là là, la barre ou la parade, je ne sais pas si c'est la barre ou la manchette ferme, la main ferme d'Oliero. Retransmission en direct du stade Jean-Antoine Moueix. Peut-être ici, c'est belle ouverture côté gauche. Le duel, le voilà. Il suffisait de demander sur ce ballon transmis sur le côté gauche. Alors je me demande si c'est pas Bouradja qui aurait peut-être marqué le numéro 11. Alors qu'ils avaient arrêté la compétition, peut-être que la deuxième mi-temps est en train justement d'apporter des révélations à ce sujet. Peut-être ici, la frappe qui va frapper, ça passe au-dessus. Peut-être ici, on contre des pingouins avec Rémi Coutry, extérieur, pied droit, deuxième poteau, et c'est au fond. Un but signé Guérillon, sur ce centre de Coutry, le deuxième but. Le deuxième but des Pingouins, mais position de hors-jeu. Position de hors-jeu, le but est refusé. Et là, on a Xavier Kouassi qui tente de relancer avec son but. Côté droit, mais attention parce qu'il est contré, le défenseur palois, et ça va très vite. Il est débordé, il va pouvoir frapper un petit lobe. Ouais, non, c'était un peu osé quand même. Hein. Dans le petit filet. Ouais. En seconde période, les Palois n'ont jamais vraiment su déstabiliser. Alors que là, peut-être Abzi, le dernier tir, peut-être le cadre. Oh, et un bel arrêt repris en deux temps, partie de billard. Ouais, égalisation. Sur un contre. C'est Georges. C'est Georges Georges qui égalise avec la complicité du défenseur libournais. Alors que tout est parti d'Abzi. Cette magnifique frappe d'Abzi, cette magnifique parade de Pachulo qui renvoie dans les pieds de ses coéquipiers. La dernière occasion, mais du côté palois, cette fois-ci. Ah, c'est mal contrôlé ça. Et ça sera terminé, Christophe. Voilà, Monsieur sur Coguelet. cette dernière action annihilée. Pour rappeler le score avant d'analyser. Un but partout entre Libourne et Pau. Un but signé Bahassa pour Libourne à la 66e et l'égalisation pour Pau donc à la 90 plus 1. Et comme vous le disiez, Christophe, on a vu un but de Georges et on a vu plutôt un bon match amical entre deux belles équipes. Et Didier Tolo, un score d'un but partout ce soir contre Libourne et un bon match amical de préparation. Oui, pour nous, c'est un match dans des conditions qui sont très bonnes. Voilà, contre une bonne équipe de National 3 qui joue bien au ballon, ils ont mis deux équipes, une en première, une en deuxième. Un terrain compliqué, des joueurs qui veulent taper une Ligue 2. Donc pour nous, c'est se mettre dans la difficulté, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne répétition. Ça nous permet de voir qu'il faut qu'on soit à 100% et pas 60%, comme la plupart des joueurs que j'ai vus ce soir. Vous aviez décidé de faire qu'un seul match de préparation, pour quelle raison? Parce que d'abord c'est compliqué chez nous, là, à Pau, moi je ne veux pas faire 5 heures de route pour aller faire un match amical.
Et puis après, on a un programme très chargé. On va avoir 6 matchs. Donc nous, on a accès sur notre semaine de travail. On a beaucoup travaillé cette semaine. Donc il y a aussi de la fatigue par rapport à ça aujourd'hui. Mais je ne voyais pas l'utilité d'en faire beaucoup plus. Donc on verra si on a raison ou si on a tort. Vous venez de me dire 60%, que les gars étaient à 60% ce soir. Donc c'est pour vous un bon match de répète ou justement vous voyez plus le côté positif de la soirée ou le côté négatif? Ah non, ça me fait chier. Mais je l'aurais dit d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est une très bonne répétition. Ça veut dire que si on ne fait pas les choses à fond, on sera en difficulté. J'ai envie qu'on continue cette série. Donc il faut être beaucoup plus compétiteur, il faut être beaucoup plus agressif, il faut être beaucoup plus solidaire. On a pris des comptes qu'on ne doit jamais prendre. Donc c'est bien. C'est bien, ça nous permet de voir que rien n'est fait et qu'il va falloir encore beaucoup travailler. Paris FC, pour commencer, justement, c'est le 26. Justement, on imagine que c'est l'objectif. Donc, une semaine de gros boulot, si je comprends bien. Oui, mais gros boulot, pas plus qu'on a fait là. Après, c'est l'état d'esprit. Donc, je peux le comprendre. C'est un match amical contre une N3. Donc ça, quelque part, c'est un petit peu... j'ai été joueur aussi, donc... je sais un peu comment ça fonctionne, mais je trouve que c'est une belle alerte et elle va nous faire du bien. Dernière question, ce week-end, il y a un match Argentine contre la France. Est-ce que vous avez un pronostic? Je n'ai pas forcément un pronostic. Alors, je suis français, bien sûr que j'aimerais que la France ait la 3e étoile. Après, je pense que ça va être un match compliqué, serré. Voilà, et je pense que le premier qui va marquer va gagner. On suivra ça. Merci. Merci Didier. Bonne soirée. C'était le résumé du match amical entre Libourne et Pau avec l'interview de Didier Tholot. Nos 3 clubs de Ligue 2 de Nouvelle-Aquitaine qui vont donc jouer le lundi 26 décembre prochain. On passe au National 2 avec la 14e journée de championnat. Le championnat avec le groupe D, évidemment, qui nous concerne. Ce week-end, il y avait plusieurs matchs. On voit en tableau les résultats avec tout d'abord le nul, 1 but partout entre Bergerac, Périgord et Moulins-Isère. Il y a eu la victoire courte mais précieuse d'Angoulême-Charente face au SO Romorantin, victoire 1-0. Trélissac a malheureusement perdu sur la pelouse de la réserve du SCO d'Angers et puis défaite à domicile pour le stade bordelais face à l'Olympique Saumur FC. Conséquence de cette 14e journée de National 2 au classement, vous allez le voir, le Gol FC reste toujours en tête avec 29 points. Un petit écart s'est créé sur Vendée-les-Herbiers avec 5 points d'avance pour l'équipe de la région lyonnaise. L'Olympique Saumur est 3e. Bergerac est toujours dans le top 5. Bergerac-Périgord qui est 4e avec 22 points devant Lorient. Angoulême-Charente est 6e avec 20 points. Le SCO Angers, la réserve, est 7e. 8e, on retrouve le stade bordelais. Ensuite, derrière, 9e plutôt le stade bordelais. Et puis Chamalières est 10e. Moulins-Isère 11e. Trélissac est 14e. Trélissac qui compte le même nombre de points que la réserve du FC Nantes, mais avec un meilleur goal average. Et puis en bas de tableau, toujours lanterne rouge, le FC Vierzon avec 9 points. On passe maintenant au calendrier de ce groupe D de National 2 avec 2 matchs en retard. Tout d'abord, qui vont se jouer le samedi 7 janvier. Ce sont des matchs en retard de la 7e journée de National 2. Le FC Trélissac va rencontrer l'Olympique Saumur FC et puis Bergerac-Périgord va se déplacer toujours le 7 janvier sur la pelouse de la réserve du SCO Angers. Le calendrier maintenant de la 15e journée de National 2. Les matchs qui auront lieu en 2023, ce sera le vendredi 13 janvier avec Bergerac-Périgord face à Andrézieux-Boutéon. Trélissac face à Angoulême-Charente pour un derby de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis le stade bordelais va se déplacer, lui, sur la pelouse du FC Chamalières. Après le National 2, place au National 3 avec 2 matchs en retard de la 5e journée qui se jouait samedi. On va voir là aussi les résultats avec la belle victoire de la réserve du Pau FC, 3-1 sur le terrain de Châtellerault. Et puis belle victoire également sur le même score de la part de l'US Lège Cap Ferré, victoire 3-1 face à Porte Entre-deux-Mers. Vous allez le voir au classement, victoire importante pour l'US Lège Cap Ferré qui se replace tranquillement, toujours en tête Chauvigny avec 23 points. Le FC Libourne est 2e avec 22 points. Les Genêts d'Anglet 3e. 4e la réserve des Girondins. 5e Châtellerault. 6e le stade Poitevin. 7e Neuville.
8e, la réserve du Pau FC devant la réserve des Chamois Niortais. 10e, l'US Lège Cap Ferré, mais attention qui compte encore un match en retard à jouer face à la réserve des Girondins. Il y aura Porte-Entre-deux-Mers à la 11e place, 12e, l'Aviron Bayonnais FC, 13e, l'ES Guérétoise et puis toujours Lanterne Rouge avec 2 points à la 14e position. On retrouve le Stade Montois. Je le disais, l'US Lège Cap Ferré qui peut se replacer d'ici début 2023 puisqu'il y aura un match en retard à jouer de la 9e journée pour le club de l'US Lège Cap Ferré. Ce sera face aux Girondins de Bordeaux, la réserve des Girondins. Le calendrier maintenant de la 12e journée de National 3 avec le samedi 14 janvier l'ES Guérétoise qui accueillera Porte-Entre-deux-Mers. Le Stade Poitvin va jouer face à l'US Chauvigny. L'US Lège Cap Ferré va enchaîner et se déplacer sur le terrain du CA Neuville. Les Génets d'Anglette vont affronter Châtellerault. Le Stade Montois, la Lanterne Rouge contre le FC Libourne. Et puis le dimanche 15 janvier, il y aura 2 matchs. Il s'agit des réserves des clubs professionnels puisque la réserve des Girondins va affronter celle du Pau FC. Enfin, la réserve des Chamois Niortais va jouer à domicile face à l'Aviron Bayonnais FC. On vous l'a dit, le FC Libourne se déplacera sur la pelouse du Stade Montois. Ce sera le samedi 14 janvier à 19h avec l'ambition de bien démarrer l'année 2023 sur le terrain de la Lanterne Rouge. Les Libournais qui ont beaucoup d'ambition à l'image de leur président Mondeur Madi, un président qui a été interrogé lors du match amical face à Pau par Jean-François Pibre. On l'écoute. Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question que je vais vous poser, vous avez pris donc justement la tête de ce club au mois de juin dernier. Pour quelle raison vous avez accepté ce défi ? Et à la base, l'année dernière, j'étais sponsor du club de l'UBB. Donc j'étais sur le maillot. J'ai vu qu'il n'y avait pas trop de retour sur investissement. Bon, voilà. Donc après, j'ai eu l'opportunité. M. Desport, l'ancien président, m'a demandé si j'étais intéressé par la présidence. Puis je me suis dit, vu que c'était un budget de communication pour l'entreprise Groupe Madi, Boucherie du Sud-Ouest, je me suis dit pourquoi pas. Et puis moi qui est compétiteur et qui aime avoir des défis, je me suis dit pourquoi pas, oui. Et puis donc j'ai mis en place pas mal de choses assez rapidement, une équipe, des joueurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont suivi. Et puis voilà, j'ai un objectif, c'est vraiment la N2 et je ferai tout pour pouvoir atteindre le sommet. Voilà. Alors avant de revenir aux objectifs, justement, dans les chantiers que vous avez dû mener, quels étaient les plus importants ? Le recrutement déjà, d'une part, parce que moi on ne me connaît pas, je ne suis pas du milieu du foot, donc c'est déjà d'apporter des joueurs qui ont de la qualité de jeu et qui étaient déjà en plus qui accédaient à la N2. Donc avec quelques discussions et puis un vrai projet que j'ai pu expliquer. J'ai eu donc des joueurs qui m'ont suivi et puis vous savez comment ça se passe, hein. Après un joueur en amène un autre et donc ça s'est fait rapidement et j'en suis très, très content, très fier. Alors vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, hein. Votre objectif c'est la Nationale 2, c'est dès cette saison, c'est sous 2 ans. Quel est le projet sportif clairement ? Moi j'ai pas le temps à perdre, c'est l'année prochaine. L'année prochaine. C'est pour ça que là c'est bien puisque là au mois de décembre on est quand même deuxième à 1 point du premier. Maintenant bien sûr je pense que là aujourd'hui c'est vrai qu'on a dû se séparer de Franck Valade, donc Simon pour l'instant tient les rênes. On attend, je suis en pourparlers avec pas mal d'entraîneurs pour la succession. Et voilà, donc je pense qu'on va faire encore une saison, j'espère, la deuxième saison bonne, puisque les joueurs quand même, se sont quand même mis en confiance. Ils commencent la mayonnaise, comme on dit dans le football, la mayonnaise c'est vraiment prise. Et là on le voit depuis 5 matchs, on n'a pas perdu un match. Et voilà, je pense qu'on est bien parti. Alors, je vais vous poser justement la question sur l'entraîneur. Il y a plusieurs profils, on imagine, mais est-ce que vous avez un profil en particulier qui vous plaît ? J'ai plusieurs profils, j'ai énormément de mails, énormément d'appels et énormément de SMS dont je ne réponds pas parce que j'ai quand même, voilà, j'ai sélectionné, on va dire, quelques entraîneurs. Et là, on est en cours de négociation et je ne pourrais pour l'instant pas le dire, c'est confidentiel. Mais je cherche vraiment quelqu'un de haut niveau qui ait fait au moins la Ligue 2. Voilà. Clairement, ce nouvel entraîneur, c'est pour début janvier, pour fin décembre ? Normalement, ça serait peut-être pour la reprise, oui, pour début janvier. Voilà. Il serait de la région ? Non. Pas forcément ? Non.
mais avec un profil donc, de Ligue 2 minimum. Tout à fait. C'est justement cette équipe, comment vous la sentez? Vous l'avez dit, vous êtes second, vous n'avez qu'un point de retard, il y en a qu'un qui monte, ça va être compliqué tout de même. Qu'est-ce qui va faire la différence? Première saison déjà, on a fait un bon chemin, on a perdu des points bêtement en réalité sur des matchs où on aurait pu gagner. Maintenant, quand on saura vraiment si on sera dans les premiers, avril, mai, c'est là où il faut être au haut de tableau pour pouvoir jouer la montée. Maintenant, je pense qu'il nous reste là deux matchs qu'on n'a pas rencontrés encore pour les matchs allés, c'est Stade Montois et Anglet. Donc on va faire au mieux pour pouvoir maintenir au moins dans les 3 premiers notre position. Et puis je pense que voilà, les joueurs sont tous... on a un super banc, c'est ça qui est important. Le banc est assez complet et c'est ce qui va faire la différence avec d'autres clubs, je pense. Voilà. Le président confiant et ambitieux. Tout à fait, ah oui. Confiant à 100%. Merci beaucoup, président, et on vous souhaite effectivement une belle deuxième partie de saison. À bientôt, merci. C'était l'ambitieux président du FC Libourne, Mondeur Madi, au micro de Jean-François Pibre. Libourne, on le rappelle, deuxième pour l'instant de ce championnat de National 3 à 1 point seulement du leader. On passe maintenant au futsal avec un samedi de folie sur le parquet de la salle de l'Acclameur du côté de Niort dans les Deux-Sèvres, le complexe niortais qui accueillait les finales de Coupe nationale de futsal, Pauillac-Saint-Laurent face à Dax, l'AJ Aulnésienne face au Stade Montois ou encore le RC Niortais contre le FC Pessac. Le résumé de ce samedi de folie est signé Florian Sabatier. Hugo Quentin, Ilias Lazare et Anas Ziani. Et les deux devant seront Ayoub Chan et Nabil Boulzamat. Pour l'équipe de Dax, dans les buts Hugo Moreira Pacheco, on retrouvera à l'arrière Guillaume Nougaro et Mehdi Seguiri, et devant donc Rudy Montblanc et Kylian de Souza. Et pour l'instant, les joueurs de Pauillac ont eu un peu quelques difficultés au début, et là on va voir la frappe et le but, l'ouverture du score de la part de Ilias Lazare qui permet aux siens de mener très rapidement avec cette ouverture du score, 1-0 par le numéro 4 Ilias Lazare, qui semble assez insaisissable quand il a le ballon. Attention à Moustapha Mache aussi, il peut être très dangereux, il peut être tellement dangereux qu'il va donner ce ballon à Martin Iriéberry pour doubler la mise en faveur de Pauillac. C'est allé très très vite, on le disait que le jeu penchait énormément à gauche, il s'est encore penché de nouveau à gauche cette fois-ci avec Moustapha Mache. Beaucoup plus vite peut-être, et des remontadas beaucoup plus importantes que dans le football à 11 sur pelouse. Ça va très très vite avec Ayoub Chan qui vient de mettre ce 3e but dans la foulée ou presque. Avec Ayoub Chan justement qui arrive à bien garder ce ballon, qui arrive à trouver parfaitement Ilias Lazare, ça joue très très vite, et voilà le doublé pour Ilias Lazare. C'est allé très très vite, on avait le sentiment d'un tiki-taka un peu digne du FC Barcelone dans ses plus grandes heures. C'est allé très très vite à une touche de balle, Christophe. Un joueur très actif dans cette équipe d'Aquoise. C'est peut-être celui qu'on voit le plus, ballon récupéré par la frappe de Souza. Le but du 4-1 de Benjamin Payne, justement, on en parlait tout à l'heure. Superbe reprise trouvée il par le demander Benjamin Payne, qui n'est pas à la peine sur ce coup. Qui n'est pas à la peine sur le coup. Ici, sur la Ligue d'Aquitaine, c'est pas beaucoup, donc il y a des rotations importantes pour les arbitres. Qui doivent, et la frappe, le penalty a été transformé par Seguiri, puisqu'on est à plus de 6 fautes. Voilà, exactement. Donc, et il me semble tout simplement que c'est la fin de cette première période. Mon cher Christophe, on a cru à un temps mort et on se retrouve juste après en deuxième période. Et on est de retour dans cette deuxième période de Pauillac contre Dax, tout simplement. 4-2 pour l'instant, mon cher Christophe. On va voir s'il y a la possibilité avec cette passe pour Seguiri, pour le capitaine qui est insatiable dans cette partie. L'avantage sur un petit terrain comme celui-là, Florian, c'est que quand vous tirerez un corner à la rémoise,
voilà le but, voilà le but de la voilà part le cinquième. de Ilias Lazare qui vient marquer son triplé. Oh, le et ben triplé voilà, pour 5-3. Lazare, ouais. Qui vient défendre. Ah, il y a des tacles glissés, hein. Ouh là là, et là c'est même plus que glissé là. Ouais, il va y avoir, attention, il a déjà eu un carton jaune tout à l'heure, me semble-t-il. Ouais, ouais. C'est ce joueur-là qui a pris le carton tout à l'heure. C'est peut-être Lazare. Hein. Non, non, le carton là, il est pour Ziani. Et non, carton rouge, rouge, il avait déjà reçu. Il avait déjà reçu, bien vu, un Florian. premier jaune. Et finalement, voilà, hein, c'est le carton rouge pour Anas Ziani. Attention, avec une tentative, une nouvelle faute. Là, on va sortir encore du gardien. Et non, là, c'est carton jaune et carton rouge, pardon, excusez-moi. Rouge direct. Et oui, il sort de sa surface, il fait cette obstruction, cette faute sur l'attaquant Poyaké. Sans doute Alors, sans attention, charger. attention. La frappe et le missile incroyable de Ilias Lazare. Ce n'est pas le fruit du hasard, mon cher Christophe. C'est clair. Incroyable. 4 buts pour le numéro 4 de Pauillac, Ilias Lazare. Il aurait dû leur dire, Ludovic Darblat, il aurait dû prévenir ces garçons en leur disant gare à Saint-Lazare. Attention, oh là, le poteau. Tentative, et ben voilà le but. La réduction du score immédiate. De Rudy Montblanc. La fin de cette rencontre. La fin de ce match. Fin de ce match et victoire 6 buts à 4 de la part de Pauillac, tout simplement, avec un Ilias Lazare qui a été tout feu tout flamme avec un superbe quadruplé. On va commencer par Aulnay avec Geoffrey Dubois dans les cages, avec Lucas Perruchon et Cédric Degrasse, Frédéric Belay et Kevin Santa pour l'attaque offensive. Et du côté de Mont-de-Marsan, Christophe. Et du côté de Mont-de-Marsan, donc dans les buts, Christophe Magel, les défenseurs à droite, Juan Cabrerizo, à gauche Brandon Muenza, et puis devant Moreno Bascle, et à gauche Sofiane Fage-Galtien, joueur un des plus expérimentés de cette équipe montoise. Qui est entraîneur et capitaine de cette équipe, et ça va très très vite hein, dès les premières secondes. Alors, il y a plutôt des allures du joueur qui ressemble un petit peu au joueur des Girondins. Albert Celis, oui, c'est ça. La Panthère. Et l'ouverture du score, elle est là. Le premier but de Lucas Perruchon, là, qui a fait une superbe frappe au premier poteau, frappe du gauche qui a complètement trompé le gardien du Stade Montois, Christophe Magel. Et... En tout cas. Attention, peut-être une tentative de Basque pour la tête, le poteau. Le poteau sur ce centre de Basque. La sur passe. Un but de Racro, un but de Renard des surfaces, comme on disait parfois des grands buteurs. Allez, à la Pipo Inzaghi, pourquoi pas, la frappe, et là, voilà, dans la foulée. Et le voilà, justement, ce but de regard des surfaces, un ballon repoussé, marqué sur une frappe comme ça, juste avant la mi-temps. La mi-temps qui est sifflée à l'instant par l'arbitre de ce match. On est sur cette deuxième mi-temps qui va s'élancer entre Aulnay et le Stade Montois. Voilà, ça vient tout juste de se relancer, de récupérer. Là, il y a une phase de contre-attaque avec Basque la passe, et pour Basque, et ben voilà le deuxième but, le but du 2-1 avec Moreno Basque qui vient conclure cette fois-ci. Superbe conclusion rapide sur cette contre-attaque. On est quand même placé très très près du dernier rang des spectateurs. Ceci explique cela donc. Avec une frappe, il y a un but, l'égalisation. Et le but est signé de Grasse, me semble-t-il. Le corner joué par les Montois, la frappe est contrée, le but, le plat du pied droit. Incroyable, alors qu'on s'y attendait pas forcément. Et bien voilà, le troisième but, il est là pour le Stade Montois. Le gardien d'Aulnay, Geoffrey Dubois, il la voit pas arriver. Quand il la voit arriver, c'est trop tard. Allez, on est rentré dans les 10 dernières minutes. Et ben voilà, la réponse du tac au tac avec le numéro 7 de la part d'Aulnay. Attention, le ballon est intercepté par Belay, le retrait, le poteau et l'enchaînement. Voilà, ça y est, le but du 4-3 pour Frédéric Belay. Frédéric Belay, après un premier ballon renvoyé par le poteau, ils étaient deux contre le seul gardien abandonné à lui-même, on va dire. Il peut exulter. Et on tente de trouver des solutions, et notamment avec Sofiane Fage-Galtier, le capitaine. Attention, la frappe de Degrasse. Et la voilà. Et ben voilà, Cédric Degrasse qui vient marquer le 5e but, qui vient de catapulter ce ballon et va exulter face à son public. Et oh là là, il peut clairement exulter. Tout le monde exulte du côté d'Aulnay. De garder ce ballon.
On va essayer de mettre ça dans la boîte. Et ben voilà, le 5 buts à 4. Tout est possible. Tout est réalisable. Allez, il reste 19 secondes. Allez, pourquoi pas. Ça va être trop tard. Hein, Attention, Bas Canon qui file directement en touche. Ah là 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 là. Il donne un coup de pied dans la chaise, qui sait très bien que maintenant, ça va être terminé. Et voilà, c'est la fin du match et le banc d'Aulnay peut exulter. Victoire 5 buts à 4 dans ce match de fou. Allez, regardez, complètement. Ils vont saluer leurs supporters. Regardez, et ils ont raison d'exulter comme ça. On dirait qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Et Pessac. Alors, on va commencer par les compos de départ avec notamment les Niortais en bleu à la gauche de votre écran. Les Pessacais en bleu. Compos de Niort avec Julien Deline dans les cages, avec Guillaume Lepers, William Vallée, le capitaine, avec David Geneviève, le numéro 9, et Jason Mendes pour compléter l'attaque. Et du côté de l'équipe de Pessac, grandissime favori de ce match, dans les buts, Milan Ferreira Silva, les défenseurs Thomas Inizan, qui a d'ailleurs une histoire, on en parlera avec vous Florian, puisqu'il est également joueur de football classique, on va dire, Ousseni Nassim, et puis devant, le capitaine Yavuz Ulker et El Karim Abdou Saïd. Voilà pour les Pessacais. Sans difficulté du gardien de Pessac. C'était une tentative de Jason Mendes pour attention la frappe. Et voilà l'ouverture du score. Qui c'est qui marque? Forcément, c'est le capitaine Ulker d'une superbe frappe croisée. Et bien ça fait 1-0 au bout de 11 minutes et 2 secondes de jeu. Ulker et la frappe externe magnifique de la part de Zian, me semble-t-il. Ah oui, en 2 minutes là, Zian, oui, pleine lucarne, pleine lunette. Inizan va tenter un jeu en triangle. Ça n'a pas marché. Inizan qui récupère le ballon. Et ben voilà. Et ben voilà pour le 3e but à 0 avec là un superbe extérieur du pied de la part du joueur de Pessac, Thomas Inizan. Aussi également, on vous en a parlé, il est également joueur de Régional 1 du côté de Saint-Médard-en-Jalles. De la fin de la première période. Oui, parce que je pense qu'à part l'honneur à sauver, il n'y aura pas grand-chose pour les Niortais. Là, ça il n'y aura pas grand-chose à sauver. Ça commence à sentir le brûlé. Abdoul Saïd qui vient ajouter un 4e but en faveur du Pessac FC. C'est coup de sifflet de cette première mi-temps avec pour l'instant le Pessac FC qui mène 4-0. Et voilà, on est de retour pour cette deuxième mi-temps de Niort Pessac FC. On vous rappelle qu'il y a eu 4 buts qui ont été inscrits en première mi-temps, mon cher Christophe. Avec un quadruplé de Lazare, Iriberi et Chan pour Pauillac. Un doublé de Seguiri. 5-0. Je me permets de vous couper avec le but de Rochdi sur une passe décisive de Zian. Un petit peu risqué là, ce qu'il a tenté, la talonnade. Il a pensé prendre en défaut Inizan, mais. Abdou Saïd, et ça fera un nouveau but, et le 6e. Erreur du défenseur niortais, ça se termine par. Nadjizian qui vient marquer un nouveau but. Sur Inizan. La frappe de Nassim pour le 7e but. Le numéro 11 qui aggrave un peu plus la marque, 7-0. Ça va être très long pour les Pessacais, la note risque d'être plus que salée, on est déjà à 7-0. Et la frappe et le but, et ben voilà. Ah ben la on l'attendait. La voilà. On l'attendait et c'est... L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. But de Geneviève Davy qui remercie ses supporters parce que là voilà justement, on entend le public être heureux à jouer. Et après c'est fini. Dernière frappe, le poteau, et c'est dommage. Oh là là, ça aurait pu inscrire un nouveau but, mais non. Ce sera la dernière action, tout à l'image du match. Ils n'ont pas eu en plus beaucoup de réussite, les Niortais. Voilà, et victoire. Plusieurs poteaux, ils ont fait. C'est vrai, et victoire du Pessac FC. Victoire 7-1, avec une victoire somme toute logique. Donc voilà, c'était ce dernier match qui était présent pour ce match de futsal. C'était un sujet de Florian Sabatier avec ses superbes images de futsal dans la salle de la Clameur qui traditionnellement accueille le hand notamment et les filles de Celles-sur-Belle. À l'occasion de ces finales à Niort, notre journaliste Jean-François Pibre a rencontré la secrétaire générale de la Ligue de football
de Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose d'écouter l'interview de Marie-Ange Hérault-Guillory. C'était au micro, je l'ai dit, de Jean-François Pibre. Je suis d'accord avec vous. Retour ici justement, on en a parlé au tout début de cet entretien, Marie-Ange. On est ici au Cagnor où se sont déroulés 3 matchs de futsal. Oui. C'est important. Est-ce que créer cet événement ici, c'est la preuve que la Ligue de Nouvelle-Aquitaine est en train de se diversifier, qu'elle a vraiment envie d'aller au fond des choses, très clairement? Vous avez raison de le préciser, Jean-François. Et la Ligue d'Aquitaine et les clubs de futsal qui se sont manifestés ce soir, nous sommes tous très heureux d'être ici dans cette magnifique salle, c'est vrai. Je suis sûre que tous ceux qui ont participé à la manifestation de cet après-midi vont repartir avec des étoiles plein les yeux. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Et le mérite de la création de cet événement, il revient à tout un collectif auquel j'ai participé humblement. Et pour répondre à votre question en préambule, je vous dirais que la volonté de la Ligue, c'est avant tout de n'oublier personne et de faire en sorte que toutes les disciplines soient développées pour répondre à toutes les catégories d'âge. En fait, il s'agit du foot en extérieur sur herbe, le futsal, le e-foot, le foot golf, le foot en marchant. C'est-à-dire qu'il faut que ça réponde à toutes les catégories d'âge et puis que ça puisse satisfaire la majorité de nos licenciés. Et justement, est-ce que dans la foulée de cette volonté multiple, est-ce qu'il y a l'objectif, Marie-Ange, de professionnaliser finalement la Ligue et tout ce qui va avec? En fait, l'idée majeure que l'on doit retenir, c'est qu'il s'avère plus que nécessaire de structurer l'ensemble de notre instance et de mettre l'accent sur l'optimisation de nos services pour répondre aux enjeux de demain. La question de la professionnalisation, c'est un vaste sujet qui fait débat. Et je crois qu'il faudra nous pencher très sérieusement sur cette question, tôt ou tard, de façon très sérieuse, parce que le bénévolat, il est ce qu'il est, mais il a ses limites. Je dois vous avouer que la question de la professionnalisation, c'est un sujet que le président, M. Ndjimi, avait à cœur. Et je crois que plus que jamais, il faut saluer sa vision futuriste qu'il avait de la professionnalisation et que nous devons porter toute notre attention sur le sujet. Oui. On est au futsal donc aujourd'hui, on l'a dit plusieurs fois, il y avait aujourd'hui donc cette finale régionale. Ça prouve que le futsal compte de plus en plus au sein de la Ligue. Et il y a aussi un événement national, peut-être avec la finale de la Coupe de France qui aura lieu à Pessac en juin. Là aussi, c'est une réelle preuve que vous prenez le sujet à bras-le-corps. Ah oui, notre région, elle regroupe en licenciés futsal, bien sûr. Elle regroupe 1409 licenciés au 1er décembre, soit une progression de 9%. Les districts qui comptent le plus de licenciés sont la Gironde, bien sûr, avec 505 licenciés, les Deux-Sèvres avec 329 licenciés. Bien, nous ne sommes pas les plus mal placés. Nous figurons au 6e rang du plan national. Nous avons besoin de développer cette pratique pour répondre aux besoins de notre territoire, mais nous faisons de notre mieux pour la développer. Alors, nous allons développer cette pratique et je suis très heureuse que la Ligue d'Aquitaine ait la fierté d'organiser la finale de la Coupe de France futsal à Pessac parce que ça nous permet de démontrer que nous sommes très attentifs à cette pratique de football futsal. C'était Marie-Ange Hérault-Guillory, la secrétaire générale de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine au micro de Jean-François Pibre. On termine ce LFNA TV avec la défaite malheureusement de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Une rencontre au scénario totalement incroyable qui a fait chavirer de bonheur et de tristesse toute la France, mais aussi la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par ses deux petits protégés, Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé, formés tous les deux dans le district de la Gironde. Victor Pérez-Boucheron, journaliste de la rédaction du groupe Namédia, me rejoint en plateau. Bonsoir Victor. Bonsoir Benjamin.
Victor, avec vous, on va revivre cette épopée des Bleus qui va rester évidemment à jamais gravée dans le cœur de tous les néo-aquitains qui étaient à fond derrière Jules Koundé et également Aurélien Tchouaméni. Je crois que tu vas débuter avec un chiffre. Ouais, je vais commencer par un chiffre, Benjamin, 29 millions. C'est le nombre de téléspectateurs hier soir qui ont regardé la finale. Et je voulais aussi adresser mes sincères condoléances aux tables basses, aux canapés et aux tabourets qui ont été donc cassés et qui ont rendu l'âme hier entre 16h et 19h. Un parcours donc historique qui restera longtemps gravé dans les mémoires de ceux et de celles qui ont regardé de manière avertie cette Coupe du Monde, cette finale et ce parcours donc de l'équipe de France. Rencontré hier soir sur le vieux port de La Rochelle, Lucas était particulièrement ému. Regardez. Personnellement, moi, j'ai suivi tous les matchs de la Coupe du Monde, j'ai été derrière eux, j'ai vibré, c'était magique, surtout là, la finale, là, on perd 2-0, on revient à 2-2, il remarque le troisième but, on revient à 3-3, on perd au tir au but, c'était une Coupe du Monde magnifique pour moi. Je peux rien dire d'autre, je suis juste déçu. Ouais, franchement, au début de la Coupe du Monde, personne n'y pensait, on y croyait. Moi, j'ai toujours été derrière eux, comme je l'ai dit. Des jeunes, Koulibaly qui nous a tellement surpris en demi-finale et là même en finale. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est une équipe qui a beaucoup d'espoir. Je les attends à l'Euro maintenant. On va voir ça, mais je suis très fier d'eux en tout cas. Je vous propose de rester encore en région Nouvelle-Aquitaine. Jules Koundé, 24 ans, formé à la Bred FC avant de rejoindre donc le club des Girondins de Bordeaux en 2013, a tenu à s'exprimer. C'était non pas juste avant la finale, mais juste avant la demi-finale. Il se sent très fier d'avoir intégré ce collectif. Écoutez. Je suis très fier. C'est vrai que ça soit depuis le centre de formation jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des obstacles comme beaucoup, peut-être un peu plus que d'autres. Donc je suis très content d'être là où je suis aujourd'hui. Je réalise la chance que j'ai de pouvoir disputer une demi-finale de Coupe du Monde avec un groupe aussi exceptionnel que celui qu'on a. Donc je suis très fier et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Et rappelez-vous, ce match, Benjamin, quart de finale contre l'Angleterre, 17e minute et ouverture du score pour le clan France par un certain Aurélien Tchouaméni, son tout premier club, c'est Artic près Bordeaux. Âgé de 5 ans, il joue son premier poste d'attaquant. Ensuite, repéré tôt comme Koundé, il rejoint donc le club des Girondins de Bordeaux. Après ce match, ce fut donc frappé, après le match, donc avec ce but frappé droit dans les cages de Pickford, celui qui évolue donc désormais au Real Madrid, s'est confié à nos confrères de Beansport. Écoutez. Il y a un groupe qui est en train de naître petit à petit et là on se sent bien, donc il faut continuer. On a envie de dire que ça a été dur, à l'image finalement de votre rencontre où vous êtes décisif sur le but, décisif aussi sur le premier pénalty concédé. Comment vous l'avez vécu? On a senti quand même une équipe de France en souffrance, notamment au retour des vestiaires. Ouais, c'est vrai qu'on a souffert, mais c'est la Coupe du Monde. On a joué face à une très très belle équipe anglaise qui nous a posé des problèmes. Après, on a réussi à faire le dos rond et on gagne à la fin, donc on est vraiment content. Des scènes euphoriques et de désolation tout au long de ce match, donc pour les supporters qui ont regardé ce match et qui s'étaient donné rendez-vous donc pour vivre cette finale pour la deuxième fois consécutive et pourquoi pas aller chercher donc cette troisième étoile, tenue donc tout du long par un grand Lionel Messi qui ouvre le score sur penalty à la 23e minute. André Di Maria confirme à la 36e pour l'Argentine. Plus tard, Mbappé s'offre le doublé à la 80 et 81e. À ce moment-là, on pense que le match est alors relancé, mais aux prolongations, Lionel Messi de sa frappe inscrit son deuxième but. S'ensuit alors l'égalisation de Mbappé à la 118e. Les tirs au but auront rendu le verdict. L'Argentine est donc sacrée championne du monde pour la troisième fois et accroche donc une troisième étoile sur son maillot. On ne peut être qu'admiratif donc du parcours des Bleus tout au long de cette Coupe du Monde. Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni pour les régionaux de cette étape. Je vous propose donc de revivre cette soirée de l'intérieur vue par vos vidéos. Regardez.
un grand merci comme sur cette illustration assez bleue qui, malgré la défaite, nous ont fait vibrer pendant l'intégralité de la Coupe du Monde, et un grand bravo au district de la Gironde puisque 2 joueurs formés en Gironde étaient titulaires pendant toute cette Coupe du Monde. Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé. Bravo également à tous les formateurs, tous ces bénévoles qui ont passé du temps à façonner ces 2 grands champions dont l'histoire évidemment n'est pas terminée puisqu'ils sont encore très jeunes et auront l'occasion évidemment de ramener la coupe à la maison cette fois en 2026. Avant ça, il y aura l'Euro et puis évidemment félicitations à notre sélectionneur national puisque lui, il est né à Bayonne. Il a été formé du côté du Pays Basque avec le stade même qui porte son nom du côté de Bayonne. Bravo, monsieur Didier Deschamps. Vous avez fièrement représenté la Nouvelle-Aquitaine. Encore une fois, j'ai envie de dire merci Victor. Merci Benjamin. À très vite, Victor Pérez-Boucheron, et merci de nous avoir remémoré ces images et ces souvenirs, même s'ils sont encore un petit peu douloureux en ce lundi soir. LFNA TV, c'est désormais terminé. Une émission disponible comme d'habitude en replay sur les pages Facebook et YouTube de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, mais également sur notre site na.media. On se retrouve lundi prochain, même heure, avec un numéro 70 un peu spécial. Ce sera le 26 décembre, ce sera l'occasion de se remémorer tous les meilleurs moments de la saison et de faire le bilan des clubs de National 2 et National 3. Je remercie Paul Maison-Rognaud à la réalisation de cette émission. Merci à Victor Pérez-Boucheron, à Touami Nassiri, à Jean-François Pibre et à Florian Sabatier à l'édition. Je vous souhaite une très bonne soirée. Un petit peu en avance, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. On se retrouve le lendemain de Noël, le 26 décembre. D'ici là, passez de très bons moments avec vos proches et n'oubliez pas, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.